Bonjour, bienvenue sur Sport Business Africa, la première émission en Afrique traitant des questions liées à la gouvernance, à l'économie et au marketing du sport partout en Afrique et surtout dans la francophonie. Installez-vous confortablement, ça démarre à l'instant. Alors, on est installé confortablement, vous également j'espère. Eh bien, ils seront encore avec moi aujourd'hui, les gladiateurs du sport business, les gladiateurs de l'économie, du management et du marketing du sport. Juste à ma gauche, il s'appelle Pierre Toukoulou. Il est le directeur général de l'agence Tattoo Vibe Sport Entertainment. Il faut dire que c'est une agence qui a vu le jour aux États-Unis et est installée au Cameroun depuis 2016. Après avoir roulé sa bosse aux États-Unis et après avoir travaillé avec les plus grosses structures de management du divertissement, notamment Live Nation, il a décidé de revenir dans son pays d'origine, le Cameroun, pour pouvoir faire part de son expertise, mais surtout de sa science. Salut Pierre Toukoulou, je t'appelle affectueusement Tatou, comment tu vas? Salut Franck-Justin et salut à tes téléspectateurs. J'espère que le spot publicitaire est bien passé et que tu vas avoir un rendez-vous avec le service commercial juste après l'émission. En fait, ça m'a un peu surpris. Vous avez déroulé une partie de mon CV, même si j'aime pas trop faire état de ça, mais bon. C'est important, c'est important. Il faudrait que les téléspectateurs sachent pourquoi on a décidé de faire de toi l'un des principaux, sinon le principal consultant permanent de cette émission. Juste à côté, il commence déjà à devenir un véritable meuble dans cette émission. C'est un ancien arbitre fédéral du côté de la Fédération camerounaise de football. Il est également un manager du sport pour avoir travaillé pendant un bon moment comme secrétaire général de la Ligue régionale ou départementale du Mfundi. C'est au Cameroun, il va me préciser ça tout à l'heure. Il s'appelle André Onana. Rien à voir avec André Onana, le gardien camerounais. Salut, comment tu vas? Assez bien, Frangin, merci. Juste pour préciser que c'est la Ligue régionale de football du centre. Du centre, tout à fait. Voilà. La Ligue régionale, qui est le centre, qui est donc une région de, justement, qui est la plus grande région, l'une des 10 régions du Cameroun. Qui compte le plus de licenciés d'ailleurs. Justement, qui compte le tiers de tous les licenciés du Cameroun. Tout à fait. C'était très important de faire Permettez-moi de dire un bonsoir au boss. Je l'appelle comme ça, le boss, monsieur Pierre Séverin Toukoulou. Et un chaleureux bonsoir à vos téléspectateurs. Tout à fait. Alors, les gars, je vous accueille d'emblée avec cette actualité pour ne pas perdre du temps. Eh bien, on commence par notre séquence Sport Business et elle. Eh bien, il faut rappeler que l'UNIFAC, justement, a annoncé la tenue très bientôt de son tournoi U20. Ceci pour se mettre justement en règle avec ce que demande déjà la CAF en matière de développement du football féminin à la base, notamment le tournoi UNIFAC était donc prévu pour les catégories seniors. Finalement, ce sera les catégories féminines U20. Alors les gars, votre avis sur la question? Personnellement, moi je pense que c'est une très bonne chose parce que ce que nous on a appelé depuis la promotion du football à la base, il faudrait qu'on ait le maximum de compétition à la base. Il faudrait qu'on se retrouve en train d'avoir, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, qu'on se retrouve en train d'avoir les compétitions sur le plan national même et sur le plan international, ou alors dans la sous-région, des compétitions au niveau des U14, des U15, des U16. Et c'est comme ça qu'on pourra faire grandir des talents. Mais si après on n'a pas de compétition et qu'on n'a que des compétitions majeures ou seniors, c'est un problème après. Donc je pense que l'UNIFAC, moi je les encouragerais à aller au-delà des U20, enfin au-delà des U20. En deçà des U20 et aller U17, U19. Comme c'est déjà le cas de la COSAFA. Et effectivement, il faut dire que fidèle donc à cette nouvelle orientation de la Confédération africaine de football, axée sur le développement du football jeune, l'UNIFAC a donc décidé de relever le défi à travers la toute première édition d'un tournoi UNIFAC féminin. Il faut dire que c'est l'une des principales initiatives qu'avait déjà préparé le président Gustavo Ndong Edou lorsqu'il arrivait à la tête de cette organisation-là. D'ailleurs, c'est ce que nous dit dans ce reportage que signe pour nous Gabriel Messina. Fidèle aux nouvelles orientations de la CAF axées sur le développement du football des jeunes, l'UNIFAC a décidé de réserver le prochain tournoi féminin prévu en Guinée équatoriale aux sélections U20 des pays d'Afrique centrale. L'événement aura lieu du 4 au 13 octobre 2019. À 2 semaines du coup d'envoi de la compétition maintes fois repoussée, les contours de l'organisation se précisent. Le tournoi de l'UNIFAC, qui se déroulera en Guinée équatoriale, va rassembler les sélections jeunes des différents pays de la zone. À cet effet, chaque fédération devra confirmer sa participation.
Les sélections U20 des pays concernés vont s'affronter pendant 12 jours afin d'évaluer les potentialités des sélections et leur marge de progression. Ceci en ligne droite avec les nouvelles orientations de la CAF sur le développement des compétitions jeunes dans les différentes régions. Fidèle aux nouvelles... Merci beaucoup à Gabriel Messina qui signait donc pour nous ce reportage. Alors les gars, on a parlé de cette première édition, elle aura lieu en Guinée équatoriale. Qu'est-ce que cela t'inspire, André, organiser une compétition comme celle-ci en Guinée équatoriale? Est-ce qu'on peut véritablement atteindre les objectifs en termes de mobilisation d'un tournoi comme celui-ci? Oui, tout est question de stratégie. Je crois que s'ils ont les meilleurs experts en marketing, s'ils ont les meilleurs experts en communication, ils peuvent naturellement arriver à relever le défi de ramener les spectateurs sur les stades. Maintenant, moi, je voudrais rejoindre le boss, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une très belle initiative. Vraiment, nous voyons partout ailleurs, vous avez la Coupe d'Europe des U13, U14, U15. À chaque tranche d'âge, il y a une compétition majeure. Tout à fait. C'est ce qui garantit la compétitivité parce que j'ai vu un documentaire sur le football jeune en Espagne. J'étais impressionné de voir qu'un enfant de 16 ans fait 40 matchs de compétition en une saison. Alors, ce n'est pas surprenant de voir un enfant comme Ansu Fati, qui a 16 ans et joue dans un Camp Nou archi-comble sans avoir de pression parce qu'il a l'habitude de ce genre de compétition. Donc, il faut le faire en Afrique. Il faut commencer. Bon, ils ont choisi de le faire avec les U20. On ose croire que cette compétition va s'étendre au U18, au U17, au U15, U13. Ça va naturellement permettre à ce qu'on ait assez de licenciés. Les gens vont s'intéresser désormais au football féminin. Il faut le développer. Et cette compétition, je souhaite qu'elle s'étende, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas au niveau de la sous-région. Il faut que le représentant de la sous-région se retrouve en train de jouer un tournoi régional. Donc, pour ma part, c'est une très belle initiative. Bien évidemment, on reviendra donc sur le plateau pour parler de cela. Peut-être on va d'abord faire un petit saut du côté des États-Unis où nous attend notre correspondante et notre consultante permanente en matière de sport business féminin. Elle s'appelle Metende Mbala Yvonne. Il faut dire que c'est une ancienne internationale camerounaise. On rappelle également qu'elle prépare actuellement un PhD en sport management à la Texas Women University. C'est du côté de Dallas aux États-Unis. On me signale à l'oreillette qu'elle est déjà connectée. Salut Metende Mbala. Alors d'emblée, moi je t'accueille avec cette question-là. C'est vrai qu'on avait commencé déjà à évoquer, à l'évoquer sur le plateau. Le tournoi féminin, donc pour ce tournoi féminin de l'UNIFAC, donc pour sa première édition, est bien organisé, arrive quelque temps après ce qu'organisait déjà le COSAFA ou même l'UFOA du côté de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il ne s'agirait pas là d'un suivisme moutonnier ou alors simplement c'est une véritable stratégie mise sur pied par le nouveau président Gustavo Ndong? Salut Ghislain et toute l'équipe. Hello Tattoo the Boss. Merci de m'avoir encore ce dimanche. Eh bien Ghislain, on va essayer d'être positif et donner tout le crédit au président Gustavo Ndong et son équipe et dire que c'est une réelle volonté de développer le football féminin car dès son accession à la tête de cette instance, il a promis insuffler une nouvelle dynamique qui est d'organiser des compétitions féminines et jeunes. Désir qu'il a réitéré lors de son élection définitive à la tête de l'UNIFAC le mois passé. Donc, c'est vrai que l'UNIFAC commence à organiser toutes les compétitions après la COSAFA et l'UFOA, mais la réalité reste que le président Ndong essaie juste de suivre la stratégie de développement du football féminin et jeune initiée par la FIFA. Alors, dis-moi, Metende, maintenant, on sait que, voilà, la compétition aura bel et bien lieu, même s'il faut rappeler quand même qu'elle a connu beaucoup de glissements, parce que c'est le mot le plus utilisé actuellement dans le football, mais on sait également qu'il y a eu non seulement un glissement de date, mais également un glissement de catégorie. Est-ce que cela n'inspire pas quand même une certaine inquiétude ? Je ne vais pas remettre en cause ou douter du sérieux de l'instance, mais seulement le changement de catégorie
chez les dames et le glissement des dates reste à questionner. À mon avis, ce serait peut-être mieux d'organiser des tournois féminins dans toutes les catégories, car les femmes en général n'ont pas assez de compétition, hormis la CAN, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Pourquoi ne pas leur offrir un cadre où on pourra bien suivre l'évolution de plusieurs joueuses, c'est-à-dire des je posais déjà la question tout à l'heure à André Metende. Guinée équatoriale, on connaît le contexte actuel. Est-ce que le pays est capable de relever le défi de la mobilisation? C'est difficile de répondre par l'affirmative à cette question car il y a 8 ou 6 ans, la Guinée équatoriale était engagée et motivée à organiser des tournois de football féminin. Tu te souviens, Gislain, ils ont abrité 2 CAN en 6 ans. Mais entre-temps, la crise pétrolière a frappé de plein fouet ce pays. Le ministre des Sports, grand fanatique du football féminin, Issono Edjo, a été muté et les Brésiliens, Camerounaises et même Nigérianes qui formaient l'ossature de l'équipe nationale ont été suspendus plus d'une fois par la FIFA et sont rentrés chez elles. Ironman, leur légende, a vieilli. Conséquence, l'équipe Fagnon peine à franchir le premier tour à la CAN. Bref, je dirais que beaucoup a changé et ce n'est franchement pas facile de s'attendre à une grande mobilisation si enfin un tournoi y est organisé. Mais qui sait? Peut-être que le président Gustavo Ndongo compte tout relancer avec ce tournoi, chose qu'on lui souhaite grandement. On le souhaite forcément. Mais moi, la question que je vais me poser peut-être pour ressortir de cet entretien, tu parlais tout à l'heure du président Gustavo. Si jamais tu étais à sa place, Metende, quelles seraient justement les propositions que tu ferais en direction de l'UNIFAC pour que les choses s'améliorent, notamment en matière de vulgarisation du football féminin en Afrique centrale? Déjà, j'attends l'appel à candidature pour le poste de directeur exécutif de l'UNIFAC qui sera lancé prochainement. D'après le rapport de l'Assemblée générale élective qu'ils ont eu dernièrement, qui sait, je pourrais postuler et être capable d'aider le football féminin dans la sous-région. Ah là, c'était un peu pourri, mais pour faire plus sérieux, comme tu dis, s'il m'est demandé de faire des propositions pour la vulgarisation du football féminin, je proposerai qu'on s'attelle à accroître la participation des filles et femmes à ce sport. Pour cela, premièrement, on ne doit pas se contenter de promouvoir le football féminin là où il n'est pas pratiqué. Sinon, il est nécessaire de le développer assidûment d'ailleurs. Là où il est pratiqué, en mettant en œuvre de nouveaux programmes et initiatives pour inciter à la pratique du football, pour améliorer le parcours et schéma d'évolution existants et enfin pour ajouter au football des aspects novateurs uniques. Deuxièmement, il faudra s'atteler à accroître la pratique du football auprès des femmes. Aussi, on devra développer des plateformes de formation au leadership pour attirer les femmes jusqu'aux plus hautes sphères du football. Car, à mon avis, la participation des femmes dans la gestion du football féminin contribuera à développer le football, de protéger son intégrité et de le rendre accessible à tous. Merci beaucoup Jolie. On rappelle que tu es donc notre consultante permanente en matière de sport business relative au sport féminin. Et on rappelle également que tu es sport manager, ancienne internationale camerounaise pour avoir évolué justement au sein des Lions Indomptables. C'est vrai que l'époque était un peu différente de maintenant. Tu prépares également un PhD en sport management à la Texas Women's University. C'est du côté de Dallas aux États-Unis. Bah nous on fait quoi? On tourne la page.
Eh bien, l'affaire j'attends l'appel faisait de déjà, l'affaire faisait faisait déjà candidature chronique, faisait pour déjà le poste de directeur exécutif les choux de gras l'INIFA, de la presse qui sera camerounaise et lancé même africaine. prochainement. La semaine dernière et même avant, cette probable convocation de certains joueurs binationaux camerounais qui devraient être appelés en catégorie U17 alors que la loi du Cameroun l'interdit. Et donc, on se posait déjà pas mal de questions. Eh bien, les ajouts, justement, par rapport à ce qu'on se disait la semaine dernière, c'est que lors du tournoi UEFA Assist, qui était donc destiné à la préparation de la Coupe du Monde de cette catégorie-là à Istanbul, à Antalya, autant pour moi, en Turquie, eh bien, le Cameroun s'est incliné par 3-1 face au Paraguay, 2-0 face à l'Écosse, 2-1 face à l'Angola. Et là, la question qu'on se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas du renfort, les gars? Est-ce que, au vu des performances réalisées par ces jeunes-là, est-ce que vous, en tant que manager du sport, vous ne vous dites pas, la loi d'accord, mais si on veut faire une belle participation à la Coupe du Monde, il nous faut peut-être renforcer l'effectif? Non, moi vous savez, moi je suis un légaliste en fait, vous savez, et puis je suis très cartésien. C'est que s'il y a une loi, il faut l'appliquer, quelle que soit la résultante de l'implémentation ou alors de l'applicabilité de cette loi. Moi je pense qu'il faut rester honnête envers soi-même et se dire que si la loi existe, c'est parce qu'il y avait on avait pensé à mettre sur pied des mécanismes pour pouvoir favoriser le développement du football à la base, le football jeune. Aujourd'hui, c'est une insulte à l'égard du Cameroun. Mais il faut dire quand même que ces enfants n'ont pas joué de match depuis la CAN. C'est pour ça que aucune compétition. je dis c'est une insulte pour les Camerounais de comprendre que depuis que ces enfants sont entrés avec le titre des champions d'Afrique, ils n'ont pas joué un seul match. Ils n'ont pas fait de regroupement avant ce regroupement pour aller Et d'ailleurs, ils sont entrés en stage camp pour aller en Tunisie, en Turquie. Mais ils n'ont pas fait 3 semaines de regroupement. Tout à fait. Mais on va où là? Il est question justement de pallier. Moi, je pense que pour pallier à l'absence d'un tournoi jeune, ces enfants seraient revenus. On aurait organisé un maximum de regroupements possibles, fait des matchs amicaux avec des académies et autres et tout ça là, pour pouvoir préparer une meilleure équipe. On ne peut pas dire que parce que... Mais vous savez, justement, au vu des résultats, peut-être, Tatou, je reviendrai à toi, mais au vu des résultats obtenus contre le Paraguay, l'Écosse ou même encore l'Angola, on voit que ce ne sont pas des académies qu'il faut justement en termes de sparring partners pour préparer justement ces enfants. Peut-être c'est aussi à ce niveau que ça coince. Bon ben, moi je suis d'accord avec le boss et je vais ajouter autre chose. D'abord, permettez-moi de rapidement dire à Métende Mbala qu'elle a mon soutien pour candidater au niveau de l'UNIFA. Donc, justement, je crois qu'elle a au background. Une directrice exécutive justement. Au niveau de l'UNIFA, elle a une très bonne maîtrise. Elle a une très bonne maîtrise des affaires du football féminin, donc je crois qu'elle est la personne indiquée. Maintenant, pour revenir à ce qui nous intéresse, moi je disais, vous savez, je vous l'ai toujours dit, que si les acteurs ne sont pas professionnels, les activités ne le seront pas. Tout à fait. Alors, vous savez qu'on n'a pas de championnat jeune au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous regroupez les enfants pendant 2 semaines parce qu'ils vont aller préparer un tournoi organisé par la FIFA. Mais on aurait pu trouver, par l'UEFA autant pour moi, on aurait pu trouver des sparring partners. Après la CAN, on savait qu'on était qualifié. On aurait commencé à regrouper des enfants dans des pays où le climat s'apparente un peu à celui du Brésil. Du Brésil. Voilà, on aurait trouvé... le climat du Cameroun n'est pas très loin de là. Parce non, mais justement, des pays, donc, dans la préparation, sachant qu'on a une loi qui nous interdit d'avoir des joueurs qui viennent de l'autre côté, on aurait développé le potentiel de ceux qui ont remporté la Coupe d'Afrique. Et ils ont remporté la Coupe d'Afrique de fort belle manière. Alors, je ne pense pas qu'un enfant comme Steve Mvoué, qui a été le meilleur joueur de la CAN, a quelque chose à envier aux autres qui seront là-bas du côté du Brésil. Moi, je dis simplement que il faut revenir à l'orthodoxie. Il faut organiser un vrai championnat. Le championnat va permettre que les joueurs ne se perdent pas, qu'ils ne se retrouvent pas en train d'attendre les compétitions majeures. Et je pense que un tournoi de préparation comme celui qui se fait en Turquie permet aux entraîneurs de tirer les leçons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est simplement parce que je n'ai pas de renfort? Ou alors, il m'a manqué une vision? Ou alors, le choix des joueurs n'a pas été bon? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que sur le plan de la physiologie, les enfants se portent bien? Sur le plan de la morphologie, il faut voir avec tous les éléments qui sont là-bas. Question pour nous de rectifier le tir une fois. En Coupe du Monde, nous allons rencontrer qui?
Nous avons, je crois, l'Espagne dans notre poule. Nous avons l'Argentine, mais c'est des gros calibres. Ouais. Alors, je me dis simplement que il faut... L'Espagne avait un certain Ansu Fati. Justement, l'Espagne avec un Ansu Fati qui joue déjà au Camp Nou à Chicom. Et attention, qui est en train de mettre Luis Suarez au banc de touche. Bon, justement, à quel âge? À 16 ans. Donc, beaucoup de joueurs de notre sélection peuvent se retrouver dans ces conditions. Maintenant, c'est la qualité managériale qui doit faire la différence. On reviendra justement en termes de management, parler peut-être de... à quoi devrait ressembler la Ligue spécialisée de football jeune tout à l'heure, mais on va peut-être repartir au téléphone pour aller du côté de Boya, c'est au Cameroun, où nous attend en ligne un journaliste camerounais spécialisé dans les statistiques, il s'appelle Angou Leslie. Et justement, sur la question, il a un avis un peu différent du vôtre, les gars. Et justement, on va le prendre. On me signale qu'il est déjà connecté. Hi, Angou Leslie. Some youth, 17 binational players are about to be called on their Cameroon national team category. Most of them are playing in Europe, but there is a law which limit you 17 teams to play players engaged in Cameroon competition. I want to know, what's your opinion about it? You know the opinion of Tattoo, you know the opinion of Andre. They want us to respect the law, but what do you think about it? Yeah, greetings, Ghislaine. It's my pleasure to be a part of your platform. Thanks for this privilege. And I hope that my little contribution enhanced the development of the sports football on the continent. I am very, very fine today. Thanks to God for another day and the privilege of life. Okay, yeah. You talked about a few of the players that they've been rumors on social media that these players will be drafted in by coach Thomas Libi as he attempts to l'Assemblée générale élective qu'ils ont eu for the upcoming Under-17 FIFA World Cup in Brazil. I am for the best collection of players to defend the national colors of Cameroon for the interest of the country. You talked about the players being binational. I don't know, but from the best I've gathered, a good number of the players like Barrel Fosso of AS Roma is a pure Cameroonian who paraded the Cameroon flag after winning the Under-17 championship last season in Italy with AS Roma. I think Chato is of the same situation, pure Cameroonian. Yes, Eto's case may be different, Ivorian mother, but I think that we should allow Cameroonian kids who feel Cameroon to represent their fatherland. It's good that we have laws for the interest of our country, but laws should be should be made first of all and put into application for the growth and the benefit of the country and the people in it. Yes, like Tattoo and Andre said, Angou, don't you think that it is an opportunity for some young Cameroonian playing in Cameroon to have the chance to be followed by some scouts during this type of tournament? Don't you think that this law is the opportunity to permit to some young Cameroonian to grow? I think it is also a very bad practice if there is no equality. I am not saying players should be brought in and allow directly into the starting 11 because they're coming from abroad. Cameroonian kids of all parts of the world should be allowed to compete on a level platform. If we say kids representing our country must come from our local championship, it means we also have a process in place to beef up the quality of the local championship so that it produces competitive kids. So much such that if such kids are put in a competition with kids from other parts of the world, kids made and groomed or still based in Cameroon should be able to better perform than their peers from abroad. And in that case, the coach will be forced to pick those who are performant over those who are not performant. So the issue is we don't even have the local championship. You're restricting us to use only kids from the local championship, which doesn't exist, or to the best of my knowledge, a FECA Foot organized local championship for youths
under 17 doesn't exist nationally. So you don't have the championship. You want the laws to guide us in picking players. I think it works against the nation. Yeah, lastly, and let's talk about cohesion. You know that is all of those teams have won the Nations Cup of their category, and the fact for them to be together can develop the cohesion of the group. So, what do you think about it? You just can't take the same kids who went to the AFCON and won it to the World Cup. First observation you have to make is Cameroon won the AFCON. The AFCON is for 21 players as allowed by CAF. Cameroon had just 18 players in the competition after 3 players were declared ineligible following their results of the results and interpretation of the MRI test. Meaning Cameroon won the AFCON with just 18 players. And at the level of the World Cup, every country is allowed to affiliate 23 players. So, going by the number of people or number of kids who won the AFCON, you realize that all of these kids are still eligible to play for the country at the level of the World Cup, but we have 5 places less. And Cameroon won the AFCON 4 months ago. So, how does the coach, without a local championship since he came back, how does he get, local youth championship, how does he get 5 players who are already fit for competition to go into the World Cup and help him achieve his objective from an environment where there is no competition? So you see that the coach is now restricted to going abroad. Now you're talking about keeping the same group. This group that won the AFCON, they worked with Libya for more than 1 year. They had multiple campaigns, the UNIFAC tournaments, double UNIFAC tournaments, the tournament in Antalya, the tournament in Rwanda. All of that was in an attempt to make sure that the team has the rhythm ahead of the AFCON Cup of Nations. But unfortunately, the team has just had 1 campaign since after the AFCON. They left the country recently. They're going to Istanbul to play just 3 games. So where do you get 5 competitive players to jump into this group and beef it up? Yes, you can go back to some of those who camped with the team before the AFCON and were not selected for the tournament, like Otia Nestor and a few others. But you still need to get in a few guys who are productive, who can add value. Yeah, thank you so much, Leslie Angu. It was a pleasure. I want to precise that it was your first time. We want to remark that you are a Cameroonian journalist specialized in statistics, and I hope that we will have you will be with us maybe so soon, because you are now in Boya, in Tico, in few kilometers of Boya. Ok, nous les gars, on fait quoi? On tourne la page. Alors, c'est vrai que pendant qu'on tournait la page, il y a le boss qui me demandait à côté pourquoi tu tournes la page alors que j'ai encore des choses à dire. Alors, peut-être 30 secondes pour conclure ce sujet, peut-être, mais j'aimerais que s'il faille le faire, qu'on puisse parler de l'éventualité de la Ligue spécialisée de football jeune. Comment devrait-elle être structurée? Déjà, je vais revenir sur les propos d'Angu. Moi, je pense que pour ceux qui ne sont pas d'accord avec la loi, qui pensent qu'il faut privilégier le résultat sportif, on a eu une très très belle époque où les minimes allaient gagner des tournois à Montaigu. On a eu une très très belle époque. Et comme je dis, c'est une question d'organisation. Il faudrait que les gens comprennent qu'il est possible de partir du Cameroun et d'aller gagner des tournois majeurs. Parce que il faut que les gens comprennent. Quand je disais tout à l'heure que jouer les matchs amicaux contre les académies, c'est pas forcément au Cameroun. Ouais. Si tu vas jouer contre la SEC Mimosa, par exemple, l'académie SEC Mimosa, c'est un cran au-dessus du Cameroun. Tu vas jouer contre les académies dans le Maghreb, c'est un grand. Tu vas jouer en Asie, en Europe de l'Est, tu sais pas trop quoi, c'est un cran au-dessus. Mais il faut partir, il faut multiplier le nombre de matchs. Tout à fait. Parce que quand on parle aujourd'hui, tout à l'heure, André parlait des jeunes en Espagne qui ont 45, 50, 60 matchs dans les jambes, mais on parle de matchs. Et il faut comprendre, quand on dit match, c'est pas des matchs, c'est des matchs où il y a, tu as un match de 90 minutes, tu as 70 minutes de temps de jeu. Tout à fait. Tu as 70 minutes de temps de jeu, et ça peut tout à fait se faire. Donc, moi, je suis pas pour
qu'on viole la loi parce qu'il faut privilégier les résultats sportifs. D'accord. Je suis pour qu'on mette des mécanismes sur pied pour que la loi soit respectée. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, pour chuter, la Ligue de football spécialisée jeune doit aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui dans le football. C'est-à-dire que pas seulement organiser une compétition en U17, mais aussi des compétitions en U15 et en U13. En U13. Tout à fait. Ou alors confier. Moi, je profite pour l'occasion. Moi, je vais sortir d'ici, je vais faire une proposition à l'Africa Foot pour qu'on nous confie l'organisation d'un tournoi national des U14 ou U13 pardon, et U15. Tout à fait. Justement, juste en quelques secondes, je ne peux pas conseiller, je ne peux pas vraiment demander au boss, être d'accord avec lui qu'il aille dans cette fédération actuelle postuler pour quoi que ce soit. Vraiment, maintenant, j'aurais pu vous dire en deux mots qu'il ne faut pas une recette miracle pour que le football jeune s'installe. Le football jeune a marché dans ce pays. Nous avons vu Coton Sport de Garoua partir en U17 de Garoua pour venir jouer des matchs contre Canon en U17 en Fandena, au stade Omnisport de Yaoundé. Ça s'est fait, ça peut encore se faire. D'accord. Les gars, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. C'est important aujourd'hui, quand on parle de management, de penser justement le sport à la base. Eh bien, on reste dans l'actualité. Il faut dire que l'absence des footballeurs africains sur les podiums et les récompenses européennes fait polémique. Eh bien, pourquoi? Parce que il n'y a pas de Sadio Mané, il n'y a pas de Mohamed Salah. Et justement, le dernier fait d'armes, et bien évidemment, il s'agit de cette récompense-là, FIFA The Best, qui a donc rendu sa copie dernièrement. Beaucoup d'incongruités au niveau des votes, beaucoup d'incongruités au niveau même de l'équipe type, où on a par exemple Sergio Ramos qui a été désigné meilleur latéral droit de la saison, quand on sait que Sergio Ramos n'est pas un latéral droit mais plutôt un défenseur central. On a pas mal d'incongruités, notamment la présence de Marcelo qui n'a pratiquement pas joué la saison dernière, ou encore de Luka Modric qui n'était véritablement pas au top de ses performances. Et les uns et les autres se sont demandé pourquoi avoir mis de côté les footballeurs africains justement dans ces récompenses-là. On va déjà peut-être planter le décor avec ce papier que signe pour nous Marina Ngogvina. L'absence de Sadio Mané et de Mohamed Salah du podium pour le titre de joueur de l'année remis par la Fédération internationale de football avait déjà suscité la polémique avant la cérémonie de Best FIFA. Le fait que le Sénégalais et l'Égyptien ne figurent pas davantage dans l'équipe idéale de la saison révélée ce 23 septembre à Milan a provoqué la colère de nombreux amateurs et spécialistes du foot africain notamment. La première pique est venue de Samuel Eto'o, présent à la cérémonie des Oscars du football organisée par la Fédération internationale ce 23 septembre 2019 dans le prestigieux cadre de la Scala de Milan. Interrogé avant la cérémonie sur son favori pour le titre de Best FIFA de joueur de l'année, le Camerounais a retorqué avant de prendre la tangente « Les meilleurs pour moi sont Salah et Mané, mais ils ne sont pas là ». Le légendaire attaquant des Lions indomptables fraîchement retraité est alors loin de se douter que l'Égyptien et le Sénégalais vont être totalement absents du palmarès de l'édition 2019 des The Best FIFA Football Awards. En effet, l'ailier et le milieu offensif auraient pu légitimement figurer dans l'équipe de rêve pour la saison 2018-2019. Mais le Belge Eden Hazard, le Croate Luka Modric, le Français Kylian Mbappé ou le Portugais Cristiano Ronaldo en sont, contrairement aux deux meilleurs footballeurs africains du moment. Un résultat d'autant plus étrange que les deux coéquipiers ont fini au pied du podium pour le titre de joueur de l'année. Comme leurs partenaires et leur coach, Mohamed Salah et Sadio Mané ont pourtant réussi une grande saison, même si l'Égyptien a été un peu moins flamboyant que lors de l'exercice 2017-2018. Ils ont fini co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ils ont gagné la prestigieuse Ligue des Champions. Quant au Sénégal... Voilà, le décor est donc planté par Marina. Les gars, qu'est-ce qui justifie justement cet état de fait? L'absence des Africains sur les podiums européens. Quand on voit quand même les saisons que ceux-ci font, à l'instar de Riyad Mahrez, champion d'Afrique, vainqueur de la Première Ligue, qui n'est même pas nominé. Vous avez des joueurs comme Sadio Mané, des joueurs comme Mohamed Salah. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Moi, je pense qu'André parlera peut-être du volet sportif. Et moi, je vais m'attarder sur le volet marketing et communication. Il faut comprendre qu'au-delà de tout ce qu'André pourra ajouter, c'est d'abord une garde de lobby. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux marques
qui se discutent les stars dans le monde. Et vous avez Adidas d'un côté, vous avez Nike d'un autre côté. Donc, et à chaque fois qu'un produit, le produit d'une marque est en compétition, la marque s'active pour que, son produit gagne. Donc, il est clair que la marque mettra sur pied toute une campagne de promotion et pour le voting et autres et tout ça là, pour que le truc gagne. Mais au niveau africain, nos joueurs sont mal entourés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nos joueurs sont mal entourés. Nos joueurs n'arrivent pas. Nous, on a eu la chance de travailler avec certains joueurs africains qui évoluent dans les grands championnats. Mais quand vous dites à un joueur africain qu'il faut dégager une partie de son salaire pour qu'il soit consacré, pour que cette partie soit consacrée, au développement de sa marque personnelle, il a un problème avec ça. Il a un problème avec ça. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un gars comme Neymar, par exemple, qui est un groupe qui travaille pour la marque Neymar, le footballeur, de 60 personnes, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'en Afrique, on n'a même pas des joueurs. Parce qu'il faut voir. Regardez par exemple au Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des joueurs au Cameroun, vous pouvez me nommer 10 joueurs camerounais, ou alors même 5, qui jouent à l'équipe nationale du Cameroun, qui ont 10 personnes qui travaillent pour eux. Pour ça donne le banc de la marque. Donc de manière pérenne, de manière, comment dire, day by day. Non, il faudrait que les joueurs soient suivis. Il faudrait que les joueurs soient accompagnés. Il faudrait mettre un véritable processus, un vrai process de communication et de développement d'une marque, qui est le joueur. Donc, comme je disais, André va certainement s'attabler sur les statistiques, les valeurs sportives, sur les jeux, mais sur le volet marketing, communicationnel, le joueur africain n'existe pas. Alors, avant peut-être de passer la parole à André, on va essayer d'expliquer aux téléspectateurs comment ça se passe. Alors, le prix de Best a 3 collèges de votants. Le premier collège de votants sont les capitaines des équipes nationales. Le deuxième collège de votants, ce sont les entraîneurs des équipes nationales. Et le troisième collège de votants, c'est un journaliste dans chaque pays où la FIFA est représentée. Alors, pour le premier, on a fait un petit constat justement dans l'étude des statistiques de voting. Le premier collège de votants qui sont dans les capitaines, seulement 7 capitaines africains ont mis en tête un footballeur africain. Ce qui est très très rare, notamment dans Sadio Mané et Mohamed Salah. Dans le deuxième collège, seulement 10 entraîneurs africains, du moins 10 entraîneurs entraînant les équipes africaines, ont mis en tête un joueur africain. Et du côté des journalistes, très peu, on parle de pratiquement 15 journalistes seulement. Par exemple, au Cameroun, le journaliste qui a été pris, il s'agit de Gustave Samnik. Lui, par exemple, il a voté pour Cristiano Ronaldo et pour bien d'autres. Salah n'était même pas, ni Mané n'était même pas dans le trio. En Égypte, attention, voilà où... ce qui a fait enfler la polémique, en Égypte notamment, la fédération égyptienne n'a pas voté pour Mohamed Salah. Eh bien, beaucoup de gens se sont posé cette question-là. Mohamed Salah a fait un véritable tollé sur les réseaux sociaux. La fédération a fait son mea culpa, mais on est très très loin justement d'être rentré dans la sérénité de ce côté-là. Et pour être complet justement avec les votes, il y a certains footballeurs qui disent n'avoir pas voté, mais leur vote se retrouve justement dans les résultats finaux affichés par la FIFA, notamment, je crois, le joueur de la sélection paraguayenne qui dit n'avoir pas voté, mais son nom figure justement dans les votings. Et un certain nombre d'incongruités comme ça qui fait en sorte que des uns et des autres ont demandé à la FIFA d'ouvrir une enquête sur la question. Maintenant que cela se sait, je viens vers toi, André, ton point de vue sur la question. Écoutez, je viens d'avoir quelques révélations sur comment ça s'est passé, les votes avec tout ce que ça comporte. J'ai eu un volet bien détaillé, le volet communication marketing que le boss a brièvement et brillamment exposé tout à l'heure. Maintenant, je m'inscris dans la logique du management, je m'inscris dans la logique du résultat. Tout à fait. Vous comprenez, j'aime à le dire. J'aime le championnat anglais, ça vous le savez. Mais je vous dis que être champion d'Europe ne suffit pas pour être ballon d'or, pour être meilleur joueur, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Je crois que on avait déjà des signaux à partir du moment où vous appartenez à une équipe et le meilleur joueur de votre équipe c'est quelqu'un d'autre. Virgil van Dijk a été fait meilleur joueur du championnat anglais. Sadio Mané et Mohamed Salah n'étaient pas à côté. Vous comprenez que on pouvait déjà savoir que ces gars ne se retrouveraient pas sur le podium. Quand on regarde, prenons compétition par compétition. Vous prenez la Champions League. Aucun Africain n'a marqué plus que Lionel Messi qui est aujourd'hui le meilleur. Claire. Vous prenez le championnat.
Lionel Messi, il est le meilleur buteur du championnat espagnol. Soulier Il a marqué, européen, voilà, soulier européen. Il a marqué 36 des 90 buts du FC Barcelone, seulement en championnat. Il est le meilleur buteur de la Champions League. Donc, moi, je pense sérieusement que nous devons être derrière ces Africains qui doivent travailler encore dur. Quand on a demandé, on a réclamé le ballon d'or de Samuel Eto'o, c'est parce qu'il avait dépassé la barre des 45 buts en une saison, ayant marqué dans toutes les compétitions, ayant eu des buts décisifs. Moi déjà, je ne suis pas d'accord que Virgil van Dijk soit le meilleur joueur de Liverpool. Moi, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans le cas de Virgil van Dijk, il y a une statistique qui a joué en sa faveur, c'est qu'il n'a encaissé aucun dribble pendant pratiquement un an. Aucun joueur n'a réussi à dribbler Virgil van Dijk, même s'il faut quand même avouer que il fuyait les dribbles. Voilà. Non, moi, donc, justement. et la première personne à l'avoir dribblé, attention, devinez, c'est un footballeur africain, il s'appelle Nicolas Pepe, et c'est le nouveau transfert justement de Lille pour Arsenal. Et justement, Pepe a réussi à dribbler Virgil van Dijk parce que justement, sur ce coup, il n'a pas échappé au duel. Bon, justement, le boss voulait dire quelque chose. Oui, bien sûr. 30 secondes. En fait, je reviens sur le volet communication et marketing. Parce que vous allez voir, on vous a parlé tout à l'heure des élans de corruption ou de tripatouillage et de vote et tout ça là. Mais gars, c'est la mafia, nous sommes dans le foot business. Il faudrait que les gens comprennent ça. Nous sommes dans le foot business. Vous savez, Virgil van Dijk n'appartient pas à une seule agence. Il y a une agence qui gère, mais il y a toute une corporate derrière. Il y a même pas une compagnie, c'est plusieurs compagnies qui détiennent des parts. C'est pour ça qu'il a coûté aussi cher. C'est comme ça en fait. Vous vous souvenez quand Mangala part de Porto pour Manchester City, c'est là où le scandale devient un secret de polichinelle, qu'on découvre que non, en fait, il y a plusieurs compagnies qui sont actionnaires et qui sont propriétaires de Mangala. Alors, et vous imaginez bien que parmi ces compagnies-là, il y a des agences de presse, il y a des agences de marketing sportif, il y a des agences de communication. Mais attendez un peu. Qu'est-ce que vous voulez? Elles vont faire le travail pour que leur produit soit le meilleur. Donc, et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, avant de chuter, vous allez voir aujourd'hui, quand il y a un vote comme celui-là, tout le monde met le mécanisme. Qu'il faille tripatouiller les votes, qu'il faille faire une communication, qu'il faille peindre Virgil comme étant le meilleur défenseur du monde. Mais attendez, on a vu, j'ai souvent eu l'habitude de dire qu'à des grands matchs du Paris Saint-Germain, Neymar fuit. Mais c'est la vérité. Parce que quand le Paris Saint-Germain, on étudie, parce que contrairement au football amateur, on étudie des matchs et on dit, ok, ici on a moins de chances de gagner. Neymar y part parce que ces agences, les compagnies qui gèrent son image ne veulent pas que sa cote baisse. Alors, et c'est pour ça. Donc, vous pouvez chuter si vous voulez. Oui, peut-être tu vas chuter André et puis peut-être on va pratiquement rester dans le même sujet. Justement, on parlera de la valeur marchande des footballeurs africains en Champions League. Mais déjà, tu vas chuter et puis on va tourner la page. Oui, je veux dire que vraiment, c'est une interpellation. Il faut que le footballeur africain, de manière générale, l'acteur du football africain, parce que le footballeur appartient justement à toute une machine, à toute une compagnie. Comme il le disait tout à l'heure, tant que nous n'allons pas nous-mêmes vendre nos produits, c'est-à-dire que sur le plan du marketing, de la communication, nous aurons c'est impensable. Sadio Mané et Mohamed Salah jouent pour moi dans le plus grand club européen. Pour moi, Liverpool, c'est une âme. Alors, mais il n'y a pas assez de communication derrière ces joueurs. Est-ce leur faute? Est-ce parce que justement, mais moi je crois aussi qu'on peut copier le bon exemple. Ces joueurs côtoient les meilleurs. Ils peuvent aussi faire comme les meilleurs, s'attacher les services des plus grosses compagnies, des plus gros managers, avec tout ce que ça comporte. Ça tombe bien, ça nous fait une très bonne transition pour aborder la prochaine thématique. Que valent les footballeurs africains en Champions League? Alors, 1%, voilà en substance la valeur des footballeurs africains engagés en Champions League cette saison. C'est donc ce que révèle une étude menée par l'équipe Sport Business Africa. Justement, on va afficher cette étude justement par le premier tableau. Il faut dire que cette étude a été évaluée en 4 tableaux principaux. On va commencer par le premier tableau qui va donc nous être affiché par notre réalo maison. Il s'appelle Christian Tamo. Alors, ce premier tableau, on va essayer de vous l'expliquer. Alors, il faut déjà commencer par la méthodologie d'étude. Il faut rappeler que on a recensé l'ensemble des joueurs africains prenant part à la Champions League. Eh bien, ce recensement inclut essentiellement les joueurs ayant déjà joué au moins un match officiel avec les sélections africaines
ou alors pouvant encore être appelé en sélection africaine selon les textes de la FIFA. C'est d'ailleurs le cas par exemple d'un joueur comme Ansu Fati qui a fait justement partie de cette étude parce que pouvant encore faire partie de l'équipe de Guinée-Bissau vu qu'il n'a pas encore joué un match officiel avec l'équipe première de la Roja. Alors, avant justement, maintenant... Ouais, il a le passeport. Non, ça ne dérange pas. Oui, mais ça ne va pas tarder, on va l'appeler avec les ARS. Alors, maintenant... ayant déjà élaboré donc la méthodologie d'étude, il faut rappeler que nous sommes donc allés club par club. On a donc 108 joueurs qui vont donc prennent donc part à la Champions League cette saison. Et parmi les 108 joueurs, on a essayé de dégager la valeur marchande selon la plateforme Transfermarkt de chaque joueur. Alors, qu'est-ce qu'on en retient? Liverpool a la valeur la plus élevée des joueurs africains évoluant en Champions League avec 355 millions d'euros. Il faut dire quand même qu'il y a de quoi lorsque vous avez Sadio Mané 120 millions d'euros, Mohamed Salah 150 millions d'euros, vous avez Joël Matip 35 millions d'euros et attention Naby Keita 50 millions d'euros. Ça vous donc 350 millions d'euros pour ce tableau. Eh bien, on a également Naples qui vient en deuxième position, suivi de l'Olympique Lyonnais. Attention, c'est quand même très rare. Ensuite, on a l'Ajax d'Amsterdam qui est également très bien positionné avec pratiquement près de 110 millions d'euros. Vous avez 97,15 millions d'euros pour le Red Bull de Leipzig. C'est vrai que c'est très rare quand même, on n'aurait pas pu imaginer cela. Eh bien, Valence qui vient ensuite, le PSG et Tottenham, Manchester City quand même avec des joueurs comme Riyad Mahrez. Et bien la 10e position est occupée par Galatasaray. On viendra tout à l'heure commenter ce tableau, mais on va passer au deuxième tableau. Justement, peut-être avant de passer au deuxième tableau, rappelez que cela fait donc une valeur de 1 milliard 500 millions d'euros pour la valeur des joueurs. Et donc, quand on fait le ratio, il faut rappeler que l'ensemble des joueurs prenant part à la Champions League valent 15 milliards 594 millions d'euros. Et lorsqu'on fait le ratio, ça nous donne 0,97%, relativement 1%. Donc, il faut dire que l'Afrique vaut 1% en Champions League européenne cette saison. Le deuxième tableau que nous avons évalué, justement, classe la valeur des joueurs par pays africain, notamment le Sénégal, qui est donc en tête avec, attention, une valeur de 316,75 millions d'euros, soit 21% de la valeur marchande de tous les joueurs présents en Champions League, suivi de l'Égypte. Attention, l'Égypte n'a qu'un seul joueur engagé en Champions League européenne, mais ce joueur à lui seul vaut 150 millions et il permet donc à l'Égypte d'être classée en deuxième position. Eh bien, la troisième position, c'est l'Algérie avec ce Riyad Mahrez qu'on évoquait tout à l'heure, mais pas mal de joueurs également qui s'en sortent plutôt pas mal. Donc 9% de la valeur des joueurs présents en Champions League, donc 136 millions d'euros. Ensuite, 110 millions 57 millions d'euros pour la Côte d'Ivoire, quand même, il faut le dire, c'est assez parlant pour le mentionner. Et enfin, le Maroc, il faut dire que une grosse partie de cette valeur marchande du Maroc vient d'un club qui s'appelle l'Ajax d'Amsterdam, notamment avec des joueurs comme Hakim Ziyech, qui aujourd'hui quand même représente une bonne valeur, ou encore Achraf Hakimi qui évolue du côté du FC Dortmund. Alors, le troisième tableau de notre étude, justement, a porté sur la classification selon les pays, notamment la France a 25 joueurs qui prennent part à la Champions League, soit 23% de l'effectif total, c'est-à-dire 23% des 108 joueurs prenant part à la Champions League. La Belgique est deuxième, l'Angleterre avec 9 joueurs est troisième, l'Allemagne avec 9 joueurs également est troisième ex aequo, et puis vous avez donc la Grèce, ce qui est quand même assez remarquable, la Grèce notamment avec son club Olympiakos Pyrénées. Donc le quatrième tableau de cette étude justement est relatif notamment à la classification des valeurs marchandes par joueur et justement en fonction de leur capacité. On aura tout à l'heure du côté de la régie. Il faut rappeler que ce classement est donc dominé par un certain Mohamed Salah qu'on évoquait tout à l'heure, 150 millions d'euros de valeur marchande, suivi de très très près par son coéquipier de Liverpool. On rappelle que c'est le tableau 3 justement du côté de la régie où on a du mal.
le tableau 3. Et donc, je disais, Sadio Mané, donc voilà. Sadio Mané, pour ce tableau, justement, occupe donc la deuxième position avec 120 millions d'euros de valeur marchande sur le marché européen, suivi d'un autre Sénégalais, son compatriote, Kalidou Koulibaly, 75 millions d'euros, Riyad Mahrez de Manchester City, 60 millions d'euros, et enfin, le Guinéen Naby Keïta, 50 millions d'euros. Les gars, votre appréciation de cette étude? Je suis déçu. Pourquoi? Je suis déçu parce que je pense que les Africains valent mieux que ça. Je suis déçu parce que je pense que Mohamed Salah vaut mieux que 150 millions d'euros. Je suis déçu parce que je pense que Sadio Mané vaut mieux que 120 millions d'euros. Ouais. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Pourquoi ça coince alors? Mais parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Parce qu'ils n'ont pas les meilleurs. Imaginez-vous un instant que Mohamed Salah avait, ou Sadio Mané, avait le même argent de joueur que Zlatan Ibrahimovic, que Cristiano Ronaldo, que Kylian Mbappé. Mais attendez, on est où là? Mais il faut qu'on arrête. Arrêtons de nous mentir. On ne travaille pas, les gars. Ou alors, même si nous on travaille, parce que nous on travaille, nous on demande, on fait des propositions, on fait des offres de services. Tout à fait. Mais après, les gens ne vous prennent pas au sérieux. Ça c'est vrai. Peut-être parce qu'ils sortent de la galère. Peut-être parce qu'ils sont de la misère, dès qu'il a 1 million, il pense que c'est suffisant. Mais non, c'est pas suffisant. Mohamed Salah, aujourd'hui, devrait être sur toutes les plateformes publicitaires en Afrique, par exemple. Même en Égypte. Il faut rappeler, par exemple, qu'en Égypte, la compagnie égyptienne a utilisé son image abusivement, sans lui reverser la moindre sans son accord. Égyptienne. Tout à fait, sans son accord. Sans son accord. Et il a d'ailleurs tonné contre la fédération. Moi, je me souviens, vous voyez, Nicolas Nkoulou a fait une publicité avec Turkish Airlines. Ouais. À l'époque. Le défenseur du Torino. Oui, à l'époque, nous on a négocié la transaction. Mais c'était de l'argent. J'ai négocié une transaction pour Bixma Biombo avec Turkish Airlines. Ouais. Et pendant 1 an, il était l'image de Turkish Airlines à travers l'Afrique. Mais Mohamed Salah, Sadio Mané, Koulibaly, Keïta et autres devraient faire pareil. Et vous savez, j'ai vu, il y a 2 ans, une publicité d'une marque de téléphonie. Une marque de téléphone. Très bien implantée au Cameroun et en Afrique. Qui m'a fait la publicité pour le continent africain avec les jeux de Manchester City. Tout à fait. Mais attends, on vit où là? Tout à fait. Et c'est ça en fait qu'il faut qu'on comprenne. Il est impossible que nous ayons des stars, des gars adulés dans leur championnat, adulés dans les pays où ils jouent, et qu'on ne développe pas leur marque, et qu'on ne transforme pas le joueur, le nom du joueur en une marque vendable et consommable. On rappelle que ce sujet, on va le remettre sur la table la semaine prochaine, peut-être ressortir de là avec toi, André, peut-être sur des solutions éventuelles, on en reparlera forcément la semaine prochaine, mais des solutions éventuelles justement sur comment faire pour augmenter la valeur marchande, pour rendre le footballeur africain bankable sur le marché européen. Simplement travail, simplement s'entourer d'experts en communication, en marketing, en management, avoir naturellement l'envie de se prendre en charge, parce que vous savez, on est prompt à généralement accepter l'offre qui vient de l'autre côté. On ne se prend pas assez au sérieux. Vous savez, quand on voit un enfant comme Steve Rejimvoué, s'il avait été formé peut-être à la Masia, il serait aujourd'hui au moins 30 millions d'euros de valeur. Mais parce qu'il est formé au Cameroun et que le Cameroun ne se prend pas au sérieux. D'ailleurs, je suis déçu de savoir qu'il n'y a pas un footballeur camerounais qui se retrouve dans ce classement. Il faut dire que dans le classement des nations, la valeur marchande du Cameroun est à 79 millions d'euros, notamment 35 pour Matip, 35 pour André Onana, et puis bien sûr 5 pour Choupo-Moting et 4 pour Jérôme Onguéné qui évolue du côté du Red Bull Salzbourg. Alors, je vais chuter une seconde. C'est avec toi qu'on a discuté sur le montage financier sur Neymar. De Neymar, tout à fait. Le Brésil a créé tout un montage financier. Neymar coûte près de 100 millions d'euros. En partant du Brésil. Mais attends, il faut qu'on arrête de rigoler. On aura l'occasion de revenir, ne vous inquiétez pas les gars, c'était le début de l'étude, on parlera du management, des plateformes qui peuvent être mises sur pied en Afrique pour évaluer, pour donner la valeur marchande des joueurs africains, on aura l'occasion de revenir dessus. D'ailleurs, on aura en ligne la semaine prochaine Philippe Doucet, notre confrère de Canal+, on aura également Franck Simon de France Football, notre confrère de France Football, et on aura également le fondateur
de l'Observatoire français du sport business. Il s'agit de Vincent Chaudel qui sera en direct avec nous la semaine prochaine pour pouvoir évoquer justement, analyser davantage cette étude. En principe, on devait avoir le quiz, mais malheureusement, le temps nous tenant à la gorge, on aura l'occasion de remettre ça probablement la semaine prochaine. Moi, gagné, hein. C'est vrai que Tatou déjà avait affûté ses armes. On reviendra donc la semaine prochaine avec ce quiz-là. On va le garder. Il s'agit d'un quiz sur l'Afrique et la Champions League. Alors, nous, on fait quoi? On remercie toute l'équipe mobilisée justement autour de Christian Tamo, William qui était là, Dieu béni qui était également positionné, Gianni qui était aussi du côté de la diffusion. Merci à toute l'équipe justement mobilisée pour pouvoir produire cette émission. On fait un big up à quelqu'un qui s'appelle JMK, il est du côté de la baie vitrée et peut-être il sera avec vous également cette semaine dans le cas de HTV. Nous on fait quoi? On garde la même forme, on reste sport, mais surtout business. Ciao et à la semaine prochaine.